Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique chimie en classe. Aujourd'hui on va parler d'atomes et plus particulièrement de l'organisation des électrons dans un atome, à savoir les configurations électroniques. Vous savez déjà sûrement, et on en parle dans une autre vidéo, que l'atome n'est pas une particule, puisqu'il est divisible. En effet, l'atome est lui-même composé de particules, les électrons, les protons et les neutrons. De plus, un atome, à la différence d'un électron, est électriquement neutre car il possède autant de protons que d'électrons. Vous avez ici une représentation de l'atome de lithium. Comme vous pouvez le remarquer, les trois particules constitutives d'un atome s'organisent dans deux zones, le noyau atomique et le nuage électronique. Les scientifiques se sont mis d'accord pour communiquer sur la composition du noyau atomique selon les règles présentées devant vous avec l'écriture symbolique du noyau atomique. De même, il y a un consensus pour communiquer sur la composition et l'organisation du nuage électronique. Tout d'abord, bien que toutes nos représentations montrent des systèmes figés, il ne faut pas oublier que les électrons dans l'atome sont constamment en mouvement. De plus, les diverses expériences menées par les scientifiques ont permis de montrer que les électrons ne sont pas répartis n'importe comment dans l'atome. Les électrons d'un atome seront trouvés dans des régions autour du noyau qui pourront être différentes. On appelle ces régions des orbitales. L'image qui s'affiche représente en deux dimensions les formes de quelques-unes de ces régions où l'on pourra retrouver les électrons d'un atome. Vous remarquerez que les scientifiques ont donné à chacun de ces orbitales un code qui est composé d'un chiffre et d'une lettre. Enfin, chaque orbitale va correspondre à un niveau d'énergie bien particulier. Comme le montre la nouvelle figure qui s'affiche, un électron qui se trouvera dans l'orbitale 1s aura une énergie différente d'un autre électron qui se trouvera dans l'orbitale 2s. Ainsi, on pourrait dire que les électrons se répartissent dans des régions autour du noyau atomique, mais chaque orbitale ne peut accueillir qu'un nombre fini d'électrons. Le tableau qui s'affiche ici montre le nombre d'électrons que chaque orbitale présentée peut accueillir au maximum. Par exemple, dans l'orbitale 1s, on pourra retrouver 2 électrons d'un atome, tandis que dans l'orbitale 2p, on pourra en retrouver 6. On pourra en trouver 6 au maximum, c'est-à-dire qu'il pourra peut-être y en avoir 2, 3 ou 4. Prenons un exemple avec l'atome de lithium qui a été présenté au début. Le lithium, sous forme atomique, contient 3 électrons. Comment vont-ils se répartir? En fait, c'est une histoire d'énergie. Nous avons dit précédemment que chaque orbitale correspond à un niveau d'énergie donné, comme le présente le diagramme ci-contre. Vous remarquerez sur ce diagramme que l'orbitale 1s a un niveau d'énergie plus bas que l'orbitale 2s, qui elle-même a un niveau d'énergie plus bas que l'orbitale 2p. Le principe qui va guider la répartition des électrons dans ces orbitales est la minimisation de l'énergie de chaque électron. Par exemple, si vous mettez en premier un électron du lithium dans l'orbitale 2s, ce principe n'est pas respecté. En effet, le niveau d'énergie de cet électron est plus bas si vous le mettez dans l'orbitale 1s. Puisque l'orbitale 1s peut accueillir 2 électrons, alors les 2 premiers électrons de l'atome de lithium seront trouvés dans l'orbitale 1s. Cette orbitale ne pouvant pas contenir d'autres électrons, le troisième électron de cet atome ira se mettre dans l'orbitale 2s. Pour bien comprendre, prenons un autre exemple avec l'atome d'oxygène. Cet atome contient 8 électrons dans son cortège électronique. Les 2 premiers seront trouvés dans l'orbitale 1s, les 2 suivants dans l'orbitale 2s, et les 4 suivants se trouveront dans l'orbitale 2p. On remarque tout de suite que l'orbitale 2p n'est pas plein d'électrons. Il peut en contenir 6 au maximum, là il n'en contient que 4. Tout comme pour le noyau atomique, les scientifiques se sont mis d'accord pour communiquer la répartition des électrons selon des codes d'écriture. C'est ce que l'on appelle la configuration électronique. Voilà comment cela fonctionne. On commence tout d'abord par écrire le code de l'orbitale la plus basse en énergie. Ici, un S pour le lithium. Puis, on ajoute en exposant le nombre d'électrons que l'on y trouvera. Ici, 2. Puis, on procède de la même manière pour les autres orbitales contenant un ou des électrons. On énoncera alors la configuration électronique du lithium en disant 1s2, 2s1. En respectant ces règles, vous n'avez plus de secret pour écrire la configuration électronique de l'oxygène qui est alors 1s2, 2s2, 2p4. Maintenant, un peu de vocabulaire. Les chiffres en bleu devant les lettres dans les configurations électroniques correspondent au numéro de la couche. Souvent,
Vous retrouverez aussi le nom de sous-couche au lieu d'orbital. 1s, 2s, 2p. Enfin, les électrons occupant la couche ayant le numéro le plus élevé sont appelés les électrons de valence. Le lithium possède donc un électron de valence, tandis que l'oxygène en possède 6. En effet, la couche N la plus élevée de l'oxygène, la couche numéro 2, contient 6 électrons, répartis dans deux sous-couches, 2s et 2p, mais la couche N contient 6 électrons, et ces 6 électrons sont les électrons de valence. Le raisonnement est le même avec le lithium, qui contient un électron sur la couche 2 dans l'orbital 2s. Ces électrons de valence ont une importance capitale pour expliquer la formation des ions et des molécules. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on raconte dans d'autres vidéos. Pour conclure sur les configurations électroniques, reprenons notre situation introductive. Vous avez sûrement observé des lumières jaunâtres sur les routes ou dans les tunnels. Cette couleur jaune n'est pas anodine. En effet, à l'intérieur des lampadaires, il y a des lampes à vapeur de sodium. Et le fonctionnement de ces lampes permet d'expliquer la couleur jaune des lumières obtenues. Tout d'abord, la lampe est connectée à un dispositif fournissant de l'énergie électrique par le culot et le plot, et une ampoule en verre protège de l'extérieur les constituants qui s'y trouvent. Lorsqu'une tension électrique est appliquée aux bornes de la lampe, une décharge électrique apparaît entre les deux électrodes. Cette décharge électrique entraîne l'échauffement du gaz qui est emprisonné dans le tube à décharge. Progressivement, les sels de sodium solides contenus dans la lampe s'échauffent aussi, et à partir d'une certaine température, ils deviennent gazeux. La production de lumière par les vapeurs de sodium ainsi obtenues s'explique très bien par la mécanique quantique. Mais ça, c'est aussi une autre histoire que l'on raconte dans une autre vidéo. Pour faire simple, les électrons du sodium excités par ce processus de production peuvent se retrouver à des états excités d'énergie. Comme le montre le diagramme, la désexcitation du niveau 1 vers l'état fondamental correspond à l'émission d'une radiation de couleur jaune, celle que nous observons avec ce genre de lampe. Voilà, nous n'irons pas plus loin sur les configurations électroniques dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder à nouveau plusieurs fois pour bien comprendre les notions présentées. D'ailleurs, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube de la physique chez New Class ou sur le site internet. Sur ce, bon travail, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.